Frédéric, bonjour. Bonjour David. Alors, avant qu'on l'on se plonge dans ces images centenaires des opérateurs des archives de la planète, je tiens juste à donner un petit mot de remerciement donc au nom du musée départemental Albert Kahn. Merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille aujourd'hui ici pour cette présentation des films, présentation donc qui s'inscrit dans le cadre d'une exposition qu'on a réalisée donc en partenariat avec la Cité de l'Architecture et qui donc se tient en ses murs normalement jusqu'au 5 juillet prochain, en dépit des circonstances sanitaires. Et pour introduire plus généralement ces films, ils s'inscrivent en fait dans un projet documentaire que l'on nomme Les Archives de la planète, et qui ont été donc le fruit d'un idéal et d'une idée d'un homme qui est donc Albert Kahn, mécène et banquier, qui a décidé donc de recenser le monde à travers l'image, de donner un état des lieux, de capter la vie là où elle se trouve, partout sur la planète, donc à travers le premier procédé industriel photographique en couleur naturelle qui est donc l'autochrome, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cinéma qui va donc capter en mouvement cette vie à travers la planète. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la moitié du fonds cinématographique en fait, des archives de la planète concerne Paris, ou Paris-Boulogne en tout cas, puisque, je le rappelle, donc, Boulogne est un peu le centre en fait, de ces archives de la planète, puisque c'est là où se trouve le laboratoire des opérateurs. Et donc, ces films qui constituent le corpus Paris, donc effectivement, on nourrit l'exposition et donc là, vont pouvoir être décryptés. Mais je crois qu'avant de décrypter les images, il faut peut-être rappeler en fait, aux spectateurs, aux visio-spectateurs, que ces images en fait, recèlent une réalité matérielle en fait, assez complexe et que beaucoup de gens ignorent en fait. Tout à fait. Et ce qui se cache en fait derrière ces images, c'est aussi un centre de documentation voulu par Albert Kahn, qui a été créé en 1920 à Boulogne justement, et qui regroupait le laboratoire cinématographique, donc les archives de la planète, mais également l'imprimerie qu'il avait implantée sur son site et qui lui permettait d'éditer des bulletins qui étaient distribués via un réseau de boursiers, puisqu'il y avait aussi l'aspect des bourses qu'il avait mises en place à destination des jeunes agrégés, et le Comité national d'études sociales et politiques, qui tenait des débats sur les thématiques d'actualité de l'époque, et dont la comparaison avec les images des archives de la planète, les images filmées notamment, permet de voir que ces images servait sans doute de support de débat au Comité national d'études sociales et politiques. Donc, en 1912, qui est la date à laquelle on fait partir la naissance réelle des archives de la planète, mais c'est essentiellement par facilité, puisque c'est l'année où le directeur scientifique des archives de la planète est nommé, Jean Brune, qui est donc le géographe qui sera le premier titulaire de la chaire de géographie humaine créée au Collège de France sur dotation d'Albert Kahn. Mais avant cette date de 1912, il y a des prises de vue qui sont réalisées. Sans doute, Kahn fait réaliser des essais aux opérateurs qu'il embauche, notamment à Dutertre, qui n'est pas du tout un opérateur professionnel, puisqu'il lui fait apprendre le maniement d'une chambre photographique qui permet de réaliser des stéréoscopies et d'une caméra pâtée qui va l'accompagner autour de son voyage autour du monde, dans lequel Dutertre l'accompagne. Donc Dutertre, c'est son chauffeur, et il suit cette formation un peu accélérée pour pouvoir réaliser des prises de vue au cours d'un voyage autour du monde qui a lieu en 1909-1910. Et il y a peut-être des images qui vont permettre qui sont peut-être le résultat d'essais réalisés par Dutertre. Voilà, donc là, on est avant 1913, puisqu'on a des omnibus hippomobiles, et qu'on sait par un article de presse que le dernier a circulé en janvier 1913. Donc ces images qui sont datées
plus ou moins de 1913, on peut penser qu'elles ont été réalisées avant cette date. C'est très intéressant parce que ça permet de voir effectivement les problèmes de circulation que pouvait poser ce type de transport, et puis surtout les difficultés qu'il y avait à loger dans Paris tous les chevaux nécessaires à la mobilité de ces transports. Et là, on est sur les grands boulevards, et c'est une vue qui peut aujourd'hui faire un petit peu rêver quand on voit l'occupation des piétons sur la chaussée, puisque aujourd'hui, je vous mets au défi de voir autant de gens au milieu du boulevard des Italiens. On voit qu'il y a très peu d'automobiles. On est encore essentiellement dans des transports hippomobiles. Et j'ai envie de me taire parce que ces images, elles sont quand même assez fabuleuses, et que c'est assez extraordinaire de se dire qu'il y a 100 ans, Paris ressemblait à ça. Et de voir aussi l'étonnement des gens et tous ces regards caméra, ça a quelque chose de très touchant à chaque fois. C'est vrai que l'étonnement des passants, en fait, on peut dire qu'il pourrait exister aujourd'hui, mais la grande différence, c'est que, bon, déjà pour rappel, le cinéma n'existe que depuis très peu de temps, donc 1895, et surtout, si les Parisiens en fait connaissent l'existence du cinéma par la présence de salles, de projections, je pense qu'ils ont beaucoup moins l'habitude en fait de voir l'objet caméra qui lui est quand même très peu développé et relativement coûteux. En tout cas, c'est pas un objet courant comme voilà, on a aujourd'hui énormément de moyens d'enregistrement, donc ça nous paraît évident aujourd'hui de pouvoir filmer, mais c'est vrai que c'était quand même une attraction en soi, et donc on a beaucoup d'images dans notre fond, c'est vrai, avec donc des passants qui fixent la caméra, et on voit que des fois certains arrêtent leur activité pour observer l'opérateur. Je te coupe parce que ce plan-là, justement, il est extrêmement intéressant puisqu'on voit dans le fond un petit autobus à Impérial qui était un modèle P2 qui est resté très peu de temps utilisé par la CGO, qui était la Compagnie Générale des Omnibus. Et ça permet de dater ce film de façon beaucoup plus antérieure à la date qu'on a, puisqu'il est resté utilisé il a été fabriqué jusqu'en 1912. Donc il y a très peu de chances que ces images soient postérieures à 1912. Donc tout ça, c'est un petit peu le quotidien des archivistes qui travaillent sur des images filmées d'archives, c'est d'arriver à retrouver les datations exactes, à se raccrocher aux petits morceaux sur des éléments très concrets, en fait. Et là, ce plan qui est filmé aux Tuileries, on peut penser que c'est peut-être, je dis bien, des essais que Dutertre a pu réaliser avant de partir en 1909, parce qu'on a vraiment très peu de circulation automobile. On a énormément de fiacres, d'omnibus hippomobiles, de piétons. L'habillement des femmes est quand même assez daté, tout à fait début 20e. Mais c'est un très beau plan, même s'il est effectivement très abîmé, puisqu'en plus, ces films, ils ont été tournés sur de la pellicule 35 mm nitrate, dont malheureusement la caractéristique est la décomposition naturelle et inéluctable de ce support. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir voir ces images, même si elles sont pas encore restaurées et pas et assez abîmées, parce qu'on voit les rayures aussi qui indiquent que ce film a été quand même utilisé et projeté. C'est des beaux témoignages. C'est assez merveilleux, je trouve, de faire ce voyage immobile dans le temps grâce à ces images.
On va donc plus précisément en fait, se plonger dans la ville de Paris, puisque donc, on est à la Cité de l'Architecture et on va donc explorer des problématiques urbaines. Et la première problématique, donc, la première question qu'on peut poser, c'est quel regard les opérateurs portent-ils sur le patrimoine, sur l'identité de la ville de Paris, puisqu'on sait que les opérateurs ont souvent pour mission en fait de capter à un moment donné l'identité, ce qui fait l'essence en fait d'un lieu, et notamment d'une ville à travers, alors on va le voir à travers donc ces monuments, mais à Paris en fait il y a 3 facettes qui immortalisent un petit peu la ville et qui posent un peu la question de la ville éternelle, qui est donc évidemment les monuments, mais aussi la Seine, hein, qui est donc cet élément topographique en fait, que Jean Brune, en fait, qu'on a cité, que tu as cité, qui est le directeur scientifique effectivement, des Archives de la Planète, lui évoque largement dans sa géographie humaine, et puisqu'il a écrit, et c'est ce qui nous permet aussi des fois de décrypter les images, et le Vieux Paris. Voilà. Et c'est ce qui, le Vieux Paris, va donc justifier le point d'interrogation qu'on peut mettre à donc, une capitale éternelle, puisque on sait que pour certains de ces quartiers, en fait, des nombreuses démolitions en fait, ont eu lieu. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est effectivement voir donc, ces images très posées, en fait, un peu carte postale parfois, hein, qui existent donc, dans les autres missions, dans d'autres pays, dans les archives de la planète, mais qui sont tout à fait justifiées à Paris pour donc, voilà, voir un enchaînement de monuments qui, pour certains, n'ont pas beaucoup changé. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que cet élément, il nous est parvenu aujourd'hui sous la forme d'un petit bout à bout de négatifs. Peut-être que ce sont des plans qui n'ont pas été utilisés au montage. Donc en 2 mots, l'organisation du laboratoire cinématographique, on avait des opérateurs qui partaient en mission. C'est aussi ce qui explique le regard caméra dont on parlait tout à l'heure, ce qui partait en mission avec la caméra de l'époque, c'est-à-dire une chambre assez imposante, avec une manivelle qui nécessitait d'être posée sur un trépied. Donc c'est pas les smartphones qu'on sort aujourd'hui et qui permettent, hop, de faire un panoramique très rapide avec tout un tas de fonctions automatisées en plus. Là, on a un très bel exemple de panoramique. Donc, il faut savoir que pour réaliser un panoramique avec une caméra 35 mm à manivelle, il fallait tourner la manivelle dans un sens et tourner la manivelle du plateau sur lequel la chambre était fixée dans un autre sens. Donc, les opérateurs étaient champions pour ça. On peut parler aussi des angles de prise de vue et des points de prise de vue. On a énormément de vues de Paris qui sont réalisées des tours de Notre-Dame, du haut de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel, Hôtel de ville. De l'hôtel de ville, donc des plans d'ensemble qui sont en plongée et qui offrent un panorama de la ville assez spectaculaire, notamment quand on ajoute à cet angle de vue un panoramique droite-gauche ou gauche-droite. C'est aussi le grand avantage du cinéma sur la photo, c'est que cette fonction de panoramique, elle permet de montrer un monument ou un élément architectural dans sa continuité et dans son ensemble. C'est pas séquencé par un champ limité comme celui de la photographie. C'est donc un petit bout à bout de négatifs qui résultent très vraisemblablement de longues prises de vue. On a aussi beaucoup de plans qui se répètent. Quand ils font des panoramiques, des fois, ils font 3 fois de suite le même panoramique pour pouvoir conserver au montage la meilleure prise. Parce que des montages étaient réalisés et on a plusieurs montages dans le fond qui sont intitulés « Le Vieux Paris ». Et il y avait une attention toute particulière justement à aller filmer ces quartiers qui étaient menacés de disparition par les transformations urbaines de la ville, notamment par la percée du boulevard Haussmann. Et le réaménagement urbain allait de pair en plus avec les préoccupations hygiénistes de Cannes, qui étaient très attentifs au domaine de la santé, puisqu'il est également à l'origine de la création de la médecine préventive dans les universités.
Il a financé notamment la création du premier centre de santé universitaire à l'Université de Strasbourg. Et toutes ces problématiques hygiénistes, elles transparaissent dans ces plans de vieux quartiers, de transformation, de modification de ce que va être la ville. Effectivement, ouais, c'est toujours intéressant de voir que derrière ces images qui paraissent quand même assez neutres, et on peut questionner aussi la notion de film documentaire, même si vraiment nous on y tient parce que en fait c'est la fonction première de ces images. Et je trouve, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment l'image documentaire, vraiment dans son essence, je trouve, la plus pure, en fait, puisqu'on sait ensuite que le film documentaire, pendant un siècle, va évoluer, va se scripter beaucoup, va même frôler avec la fiction, va devenir très narratif. Je trouve que, et souvent aussi, ces images-là, on a tendance, et on a des fois envie de les surinterpréter, et puis de peut-être de créer des passerelles avec des mouvements plus artistiques, ce qui est tout à fait audacieux, mais je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de conserver cette volonté en fait très pure en fait d'Albert Kahn de poser un regard sur le monde le plus objectif possible. Et lui tenait en fait, avec Jean Brune, qui est quand même un scientifique avant tout, tenait à la nature scientifique justement du projet, à l'inverse d'autres démarches, donc soit artistiques ou soit commerciales en fait, et on y reviendra plus tard par rapport à d'autres fonds cinématographiques de la même époque qui sont donc effectivement plus commerciaux. Mais là, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est donc des vues de la Seine. La Seine, en fait, donc, comme je l'ai dit, qui était un motif très important, notamment au regard de Jean Brune, qui est très fier de ce qui était alors le premier port de France. Et ce qui est très intéressant là aussi dans l'évolution en fait de Paris, hein, c'est ce qui nous semble en fait totalement intemporel aujourd'hui. On se dit que la Seine a toujours été telle qu'elle durant des siècles, et non, finalement, la Seine a beaucoup changé, on le voit là en 100 ans, puisqu'il s'agissait donc effectivement donc d'un lieu avant tout de transactions commerciales, d'acheminement de matériel, de nourriture, hein. Donc c'est par là en fait qu'arrivent les biens qui viennent donc agrémenter la vie des Parisiens. Et on voit en fait la quantité incroyable de bateaux, mais c'est aussi un lieu donc de loisirs, on s'y baigne, c'est un lieu aussi, on va le voir, de spectacles également, avec donc des fêtes nautiques et des défilés de bateaux. Donc c'est un lieu en fait qui anime, on va dire, le quotidien des Parisiens, et ça donne lieu en fait à des films qui se sont tout à fait surprenants en fait pour aujourd'hui. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au début du XXe siècle, l'image, elle n'a pas le statut qu'elle a aujourd'hui. Les fake news, ça n'existe pas, et on est persuadé que avec l'enregistrement cinématographique et la photographie, on va retranscrire la réalité et que l'image ne peut pas mentir. Or, on sait aujourd'hui que, ne serait-ce que par son hors-champ, une image peut, même une image cinématographique, qui a un champ plus large qu'une image photographique, peut être porteuse de controverses et de manipulations. À cette époque, là, on n'était pas du tout dans cette optique-là. On était persuadé que c'était la transcription du réel. Et là, on a une jolie prouesse de nos opérateurs, puisque c'est assez difficile de réaliser des images sans beaucoup de lumière. Donc ça nécessite une technique, une pellicule d'une haute sensibilité, et puis une maîtrise du tournage de la manivelle pour obtenir la plus grande ouverture, la plus longue ouverture possible pour pouvoir enregistrer l'image quand on manque de lumière. Et là, on est dans ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cet enregistrement d'un Paris qui va disparaître, des rues qui vont être modifiées, d'abord parce qu'aussi la circulation automobile va s'intensifier et qu'il va falloir élargir les voies pour leur permettre de passer, même s'il reste quand même des petites rues dans Paris, heureusement.
C'est vrai que là, ce qu'on peut, pour peut-être rappeler que le Vieux Paris, en fait, c'est essentiellement donc, le quartier latin, le Marais, les environs du Sacré-Cœur. Donc là, on est essentiellement dans le quartier latin. Certains reconnaîtront la rue de la Huchette, rue de la Harpe, etc. Et en fait, on est donc effectivement dans des quartiers qui ont alors disparu à double titre, soit le lieu même a disparu sous les coups en fait, de démolition, soit en fait il y a une forme de Paris disparu dans le sens où c'est un Paris populaire hein, qui aujourd'hui maintenant est très touristique et Paris à l'époque aussi, il faut le rappeler, est très peuplé. Hein, donc on a presque, alors pas totalement, mais presque le double en fait de population intramuros, donc ce qui est considérable. Donc c'est un Paris qui est très vivant, ce que le film en fait peut montrer effectivement. Et cette préoccupation de Cannes en fait, c'est qui est toujours de recenser un monde qui est susceptible effectivement de disparaître. Voilà. Donc une capitale qui est donc peut-être pas si éternelle que ça. Donc on a évoqué hein, déjà des préoccupations donc, qui sont sociales, hygiénistes et politiques aussi peut-être. Politiques, donc comme on va le voir avec ces images en fait qui vont illustrer donc le Paris qui est rythmé par l'histoire, parce qu'on a une partie donc de nos films qui on va dire, enregistre Paris tel quel, un peu comme un portrait de ville en fait. Et puis on a d'autres images qui vont quand même s'intéresser plus particulièrement à certains événements qui en fait soulignent en fait certains intérêts de Cannes et de Brune, notamment donc des sujets politiques. Donc on va le voir là avec donc une série d'événements qui sont introduits par des cartons. Tout à fait. Qui permettent de bien voilà, comprendre ce qu'on va voir ensuite. Ouais. Ce sont les éléments dont je te parlais tout à l'heure et qui pouvaient servir de support de débat au Comité national d'études sociales et politiques, puisque là, on est dans l'événementiel et que le but du Comité national d'études sociales et politiques était de réfléchir aux questions de société dans un but de l'améliorer et de résoudre les problèmes. Et là, donc, on a une manifestation de fonctionnaires place de la Concorde. Donc, on a tout le déroulement. On a les forces de police qui prennent position, qui occupent les lieux pour pouvoir encadrer les manifestants, qu'on va voir arriver tout à l'heure. Et c'est assez... et quand on voit la masse des gens, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette collection, on a un énorme volume qui est consacré à tout ce qu'on peut appeler les mouvements sociaux, et notamment le mouvement ouvrier. On a des images de la naissance du Parti communiste au Congrès de Tours de 1920, et on était très fiers de ces images puisqu'on est la seule source d'archives à avoir une vue d'ensemble des événements de ce congrès et des participants à ce congrès. Et là, on voit, et c'est assez fascinant, parce que là, c'est juste la manifestation des fonctionnaires. Donc, sous les parapluies, et quel que soit le temps, les gens manifestent, occupent les rues et tout. Mais on a des manifestations au Pré Saint-Gervais, qui était un grand lieu de rassemblement ouvrier de l'époque. On a les manifestations qui ont lieu tous les ans pour la commémoration de la Commune, dont on fête actuellement l'anniversaire, et des commémorations au mur des fédérés. Là, on est sur une manifestation des commerçants contre les nouvelles taxes qu'on va leur imposer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi rappeler donc, c'est élémentaire pour nous, mais peut-être pas pour tout le monde, que ce sont des images qui sont muettes. Donc le cinéma à l'époque n'est pas parlant. Et donc les opérateurs, en fait, comme pour nécessité de rendre ces images explicites, parce qu'elles peuvent paraître quand même un peu abstraites si on ne les accompagne pas un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'on a un carton à l'ouverture qui donc explique quel est l'événement. Et aussi on a parfois des plans fixes, comme on les a vus là, sur des affiches qui mettent des mots en fait sur ce qui est en train de se passer. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, la contestation des commerçants de la rue Saint-Honoré. Et ensuite, on est devant les mêmes problématiques que je trouve qu'on peut avoir aujourd'hui dans un journal télévisé, par exemple, c'est d'illustrer un événement qui ne se déroule pas dans l'instant, sous nos yeux, mais qui s'étire dans la longueur, qui est un peu abstrait en fait. Et donc là, voilà, et je trouve que c'est plutôt bien fait même par rapport aux images qu'on peut avoir aujourd'hui dans des JT, parce que là on voit vraiment les commerçants effectivement donc poser les affiches, se réunir, voilà. Donc c'est pas un exercice qui est évident, mais on sent qu'il y a quand même un savoir-faire là des opérateurs pour illustrer au mieux.
Et c'est ce qui nous place dans le cinéma documentaire. Parce que même par rapport aux archives, aux actualités cinématographiques qui vont présenter l'événement, on ne va pas du tout avoir le même traitement de l'élément. On a une grande place aussi dans le fond sur les commémorations. Donc énormément de commémorations puisqu'on on se situe dans l'après-Première Guerre mondiale, donc énormément de commémorations qui sont liées à la Première Guerre mondiale. Mais on a aussi une récurrence du défilé du 14 juillet dans notre collection qui est assez extraordinaire. Les deux grands événements annuels qui sont régulièrement filmés, ce sont le 1er mai, qui donne parfois lieu à des débordements assez importants, et les défilés du 14 juillet. Et là, on est en 1931. Et en 1931 a lieu l'exposition internationale coloniale de Paris, au Bois de Vincennes. Et pour l'occasion, on met en scène ce défilé du 14 juillet en faisant un défilé historique des troupes françaises. Donc on a toutes les troupes coloniales, tous les uniformes des différentes troupes coloniales qui sont à la fois représentés et qui vont défiler après le défilé des troupes. Et c'est pas un événement en plus anecdotique, dans le sens où on voit là, donc ils sont pas n'importe où, ils sont près du Grand Palais, pont Alexandre III, mais ensuite je crois qu'ils vont même se déplacer, on va les voir aussi devant l'hôtel de ville. Donc c'est en fait un événement qui prend une vraie ampleur dans l'espace public, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça aussi, alors, surtout pour des raisons politiques aussi, puisque là on a quand même aussi un monde qui a énormément changé sur la question, qui a complètement disparu, donc sur la question coloniale aussi. Et en 1931, ce n'est pas une date anodine d'ailleurs, peut-être. Non, non, pas du tout, puisqu'on a la venue du sultan du Maroc, et puis il y a cette exposition coloniale qui va donner lieu à une grande controverse sur les zoos humains, la représentation de l'autre. C'est les débuts de prise de conscience. On remarquera aussi l'esthétisme de l'image où on utilise des iris, on a des vues en plongée qui sont des belles vues d'ensemble qui sont complétées par des vues de très près de chaque corps qui défile. C'est vraiment du cinéma documentaire. On n'est pas du tout dans le je filme un petit bout pour montrer en première partie des programmes de cinéma, des choses un peu à la va-vite, on va dire. Oui, parce qu'on peut le dire, même si là donc on est face à des événements qui pourraient s'apparenter en fait à ce qu'on appellerait de l'actualité, on est quand même dans une opposition pour Cannes dans ces images face à donc ces fameuses, dont j'en parlais tout à l'heure, ces fameux fonds en fait cinématographiques de Pathé Gaumont notamment, qui eux donc effectivement vont parfois en fait, et on a des sujets des fois qui sont semblables ou proches, mais qui sont pas montés de la même manière et qui vont être diffusés en fait déjà donc devant un public et qui sont commercialisés en fait, voilà. Tout à fait. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux derrière, puisque Cannes, il faut toujours le rappeler, en fait, prend ces images en s'inscrivant dans un temps très long. Oui. C'est-à-dire qu'il prend ces images pour en fait l'humanité, pour les générations futures en fait, voilà. Et donc il crée ce qu'on appelle effectivement, je trouve d'une manière très justifiée, des archives en fait, oui. Avant tout, quoi. Voilà. Alors il va avoir recours quand même à ces images d'archives quand il n'a pas la possibilité d'envoyer des opérateurs sur place pour couvrir un événement. Mais ils ont une utilisation assez particulière de ces images parce qu'ils n'hésitent pas à les intégrer à leurs propres images qu'ils ont filmées pour les archives de la planète pour en faire un montage très complet. C'est le cas qu'on a notamment sur les grands raids aériens qui était aussi un des centres d'intérêt de Cannes. Tout comme là, on est dans un nouveau centre d'intérêt, dans un autre centre d'intérêt de Cannes, qui est lié aussi à l'hygiénisme, puisque là, on est en plein sur les transformations de la ville de Paris avec la démolition des fortifications. J'ai voulu faire un raccourci. Qui donne lieu à des travaux d'une ampleur vraiment colossale. Pour rappel, donc, le premier coup de pioche donc, a lieu en 1919 et donc on va démolir ces fortifications jusqu'en 1929 pour... Alors,
alors, plusieurs projets en fait, ont été constitués autour de cette démolition. Donc des murailles, il faut le rappeler que Paris donc, est enserré donc, dans des murailles de protection militaire qui n'ont plus aucune valeur à l'époque, donc, qui ne servent plus à rien. Et donc on va décider effectivement de construire notamment des logements sociaux, en fait, ce qui est très important aux yeux effectivement de Cannes. On va y construire également la cité universitaire, qui est là aussi un idéal donc, pour Cannes. Et donc on va avoir énormément d'images qui peuvent parfois paraître un peu austères, mais qui sont très intéressantes en fait, notamment au niveau de la mécanisation des chantiers aussi. Donc là, on voit par exemple, c'est le cas donc pour déblayer en fait toute cette zone en fait qui est donc énorme. Hein. Toutes les portes de Paris vont être détruites. Et on va donc y construire ces fameux logements qu'on voit en briques aujourd'hui, la porte d'Orléans, la porte de Clignancourt. Donc là, on a vu en fait donc, ce Paris en fait se rythmer en fait au fil donc voilà d'événements, de grandes modifications. Mais on va aussi voir en fait que c'est une ville qui donc n'est plus la même non plus aujourd'hui, alors surtout en ce moment, mais qui est surtout en fait une ville de liberté et il y a une vraie porosité en fait entre donc l'espace public, l'espace privé, les événements qui peuvent s'y produire. Donc on voit en fait un filtre les places publiques, les rues. Donc on va voir qu'en fait qu'il y a une grande liberté à la fois donc de jouissance en fait hein, à travers des fêtes, des divertissements, mais aussi une liberté de circulation tout simplement, c'est-à-dire qu'on est, tu l'as dit tout à l'heure, à la naissance en fait de l'automobile, et on va voir que tout ça n'est pas parfaitement réglementé. Et donc on va voir ces premiers. Alors ce sont des taxis, non? Alors cet élément, en fait, c'est un élément qui a été filmé à l'occasion d'une grève de 2 heures des taxis. On va voir que parfois le titre est très trompeur parce que ce ne sont pas vraiment des images de grève comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fonctionnaires et les commerçants, puisqu'on voit quand même des taxis qui prennent des clients en charge. Mais il est très intéressant ce film, notamment au niveau de la circulation parisienne qui vraiment s'intensifie, et aussi par la cohabitation de différents modes de locomotion sur la voie publique. Les piétons qui passent où ils peuvent, parfois entre le triporteur, la camionnette et le fiacre, puisqu'il n'y a pas encore de passage piéton, vraiment. Il n'y a pas de feu de signalisation. Ce serait le rêve aujourd'hui de certains automobilistes, mais à l'époque, c'était un petit peu problématique. Et il y a pas mal de plans où on se dit « Oh mon Dieu, il a échappé belle ». C'est totalement anarchique. Les voitures passent, on a l'impression qu'elles ont même des fois du mal à s'arrêter. Les piétons font ce qu'ils peuvent. Les cyclistes, par contre, ils ont beaucoup plus de place pour circuler, puisqu'il y a quand même moins de voitures que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en espace, ce qui est phénoménal en fait, et c'est pour ça qu'on a autant d'images, je pense aussi de la circulation en fait parisienne, c'est qu'en fait c'est une explosion extrêmement soudaine et rapide. Voilà. Et on voit effectivement la coexistence encore là des charrettes avec les automobiles, c'est assez fou, hein, et des piétons. Mais il faut voir que donc en l'espace de 20 ans, on est sur une explosion, c'est-à-dire qu'on a quelques centaines d'automobiles en 1900, mais vraiment très très peu, et on est à plus de 100 000 voitures plus de 20 ans plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un fois 1000 en fait, de voitures dans Paris, ce qui en fait fascine en fait, les opérateurs, et je pense intéresse beaucoup Cannes qui aimait bien la vitesse et l'automobile aussi. Donc, et là en fait on est donc devant un autre type d'image. On parlait de liberté, d'effervescence et de jouissance. Donc là on est devant une image donc, de ce qui est aujourd'hui la foire du trône, mais ce qui était avant donc, la fête au pain d'épices, donc à Nation. Et on a donc là un défilé donc, traditionnel de cette fête qui est très 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 ancienne, était très importante. Donc là, pour avoir un peu regardé, ce qui est fou, c'est que ça avait une dimension qui n'existe plus hein, aujourd'hui à la Foire du Trône, qui a aujourd'hui à peu près 250 stands. Il y en avait 2000 à l'époque. Et donc tout Paris venait vraiment là. Donc à la fois s'amuser dans les stands, mais aussi donc, voir un peu tout ce qui est le plus spectaculaire comme ces défilés. Avec notamment, il y avait une reine de l'affaire au point d'épices qui était élue. Voilà. Et là, en fait, toujours dans cette différence, je trouve, avec les films Pathé Gaumont, c'est que Pathé Gaumont s'intéresse souvent à la reine
Oui, chaque année. tout à fait. Voilà, des gros plans sur la reine, et c'est le côté un peu mondain et tout. Les opérateurs des archives de la planète, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'intéressent en fait plutôt au phénomène social. Tout à fait. Et en fait, ils ont un peu un focus qui est toujours un peu plus large. Et ce qui est aussi très intéressant, je trouve, là, c'est qu'ils s'intéressent à ce qui fait ce qui fait le Paris populaire, en fait. C'est qu'on pourrait se dire, ah ben ils vont filmer les fêtes, les spectacles les plus mondains, les plus avant-gardistes. Non, en fait, ils s'intéressent vraiment à ce qui touche le plus de monde. Tout à fait. Voilà, c'est le Paris populaire. C'est la vie qui les intéresse. Comme disait Albert Kahn, la vie, il faut aller chercher la vie là où elle est, partout, et en saisir les instants. Ce qui est quand même assez intéressant aussi, c'est de voir l'occupation de l'espace public. On a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, les Champs-Élysées soient bloqués le jour de carnaval parce qu'on fait défiler des chars. D'ailleurs, les défilés de chars, il y en a plus dans Paris, ce qui est bien dommage. C'est pas les mêmes chars. Sinon. C'est pas les mêmes chars, tout à fait. C'est assez fascinant de voir la facilité avec laquelle on pouvait implanter des stands qui donnaient lieu à des événements très récurrents, très courus, et les gens vivaient dans la rue. La vie, elle était vraiment dans la rue. C'était un vrai lieu d'échange et d'architecture éphémère, puisque ça ne restait pas longtemps en place, mais il y avait justement cette effervescence, cette joie de vivre, cette occupation de l'espace public qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Alors, est-ce que là, on n'a pas un petit regard malicieux d'un opérateur qui a pris son temps quand même devant un stand de photographie ou pas, on ne sait pas. On ne saura jamais, puisqu'on a très peu de documentation sur ces films et sur l'intention des opérateurs. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que donc on sait, il faut le rappeler, que ces films-là, ils sont donc souvent utilisés d'une manière en fait complémentaire, enfin dans la perception de Cannes des archives de la planète. C'est donc le cinéma pour le mouvement et effectivement l'autochrome. On n'en a pas beaucoup parlé d'autochrome parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais donc c'est donc ce premier procédé effectivement industriel photographique qui permet de restituer la couleur. Et donc, ce qui est très intéressant quand même en citant l'autochrome, c'est qu'on a des opérateurs qui, pour certains, maîtrisent uniquement le cinéma, d'autres uniquement l'autochrome. Et puis on a quand même des opérateurs qui partent en mission et qui ont à la fois la caméra et la chambre photographique. Voilà. Il faut rappeler que, et donc là, on va voir une série de films qui illustrent en fait aussi l'audace et le talent de ces opérateurs, parce que c'est vrai que c'est un nom qui peut être un peu connoté besogneux, ouvrier, opérateur, hein, c'est anonyme souvent, alors que derrière il y a des noms, et on va en donner des noms. On va peut-être citer les 2 noms des opérateurs qui ont le plus travaillé dans le Fond Paris, hein, en fait, qui sont Camille Sauvageau et Lucien Le Saint, mais il y en a d'autres. Et là, donc, on va pouvoir voir des images, effectivement, qui illustrent en fait le savoir-faire de ces opérateurs. Oui, et là, on va voir essentiellement des images de Camille Sauvageau, puisque Camille Sauvageau, c'est un opérateur qui a travaillé pratiquement toute sa vie pour les archives de la planète, puisqu'il a commencé, il est entré aux archives de la planète en 1918, 17, fin 17 peut-être, et il est resté vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la ruine d'Albert Kahn. Et il s'est occupé à la fois de la prise de vue et du laboratoire. Et c'est lui qui a réalisé les fameux films en couleur sur lesquels nous finirons. Il a réalisé aussi énormément de prises de vue de nuit. C'est un... Donc là, c'est lui qui filme aussi de la Grande Roue. De la Grande Roue, ce qui est... Voilà, bon, on peut se dire c'est très bête, il suffit d'avoir l'idée, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est un matériel, il faut le rappeler, qui est quand même assez lourd. Il y a, comme tu le dis, la manipulation qui est quand même assez sensible. Et là, en fait, pareil, hein, on est sur quelque chose qui peut nous paraître aujourd'hui. Alors, je sais qu'aujourd'hui, sur YouTube, il y a plein de films qu'on appelle les dash movies, enfin, les dash pictures, qui sont ces caméras embarquées, en fait. Donc sur le tableau de bord des voitures. Mais donc à l'époque, là, on est quand même dans des choses qui sont assez nouvelles. Hein. C'est-à-dire on pose une caméra sur alors une automobile ou On pose une caméra sur une automobile, sur une plateforme d'autobus, sur un train, sur un bateau, et on réalise des travelling. Et là, on a un superbe travelling avant.
Et donc, c'est vrai que voilà, on voit donc le talent en fait, qui justement permet de créer des belles images des opérateurs et qui parfois, ponctuellement, mais alors vraiment il faut préciser, c'est quand même, c'est pas ce qui est majoritaire dans notre fond, mais quand même il y a des tentatives, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, de filmer dans des conditions un peu atypiques. Et là, c'est le cas devant ces images. Et donc là, ce sont les quasi dernières images qui ont été filmées pour les archives de la planète, puisque les archives, les films, le dernier sujet filmé sera en 1932, ce sont les funérailles de Maginot. Mais juste avant, le dernier grand événement, on va dire, couvert par les archives de la planète, c'est cette exposition coloniale dont on parlait tout à l'heure, qui a lieu en 1931 et qui donnait lieu à des illuminations le soir, magnifiques et merveilleuses à regarder, et que Camille Sauvageau, une fois de plus, nous en transmet le souvenir au moins, même si on l'a pas, même si c'est pas un souvenir propre. Et ça devait être, on devait vraiment quand même s'en prendre plein les yeux le soir, parce que c'est vraiment beau. Et c'est ce rapport aussi à l'éclairage électrique en fait aussi, qui est tout à fait nouveau aussi. Hein, oui. Et ce qui crée en fait une forme de modernité, en tout cas de la ville et de l'espace urbain, et qui fascine en fait les cinéastes et Camille Sauvageau, effectivement. Et donc là, on va voir, last but not least, on va dire, le film donc en couleur naturelle, qui est un peu donc l'équivalent de l'autochrome, on va dire, en film, mais il est beaucoup plus rare et précieux. On a quelques films dans notre fond, dont celui-ci qui a été tourné à Paris, qui a été tourné donc, selon un procédé que tu vas nous expliquer, qui est le procédé Couleur d'Orient, juste pour l'introduire, donc Camille Sauvageau. Ce qui est drôle, c'est que lui, donc, il va tourner ce film en couleur et il va continuer à travailler avec la couleur un peu plus tard aussi. Avec la couleur après les archives de la planète. Avec Jacques Tati. Donc là, le procédé qui est utilisé, c'est le procédé qu'on appelle Keller d'Orient, qui a été mis au point par M. Keller et M. Dorian, avec le concours de M. Berton, qui est toujours oublié, le pauvre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un procédé lenticulaire, c'est-à-dire que sur une pellicule nitrate, attention, noir et blanc, on a un réseau de gaufrés. Et dans chaque petite courbure de ce réseau gaufré, il y a des petites dioptres rouge, vert, bleu, qui sont associés à un objectif rouge, vert, bleu pour la prise de vue et à un autre objectif rouge, vert, bleu pour la projection. Et la lumière, en passant par ce réseau, restitue la couleur de l'image imprimée sur l'émulsion noir et blanc. Exactement comme c'est la synthèse additive, exactement le même procédé que l'autochrome. C'est la lumière, en passant à travers le réseau, qui permet de restituer la couleur à la prise de vue et à la projection. C'est un procédé, malheureusement, qui est très complexe d'utilisation, puisque c'est un film inversible. C'est-à-dire que c'est le même film qui sert à la prise de vue et qui est développé et qui est projeté. On ne peut pas donc en faire de copie. Et ça nous a posé un gros problème de restauration. Et c'est un technicien de chez GTC qui avait travaillé sur la restauration du film couleur de Jacques Tati, Jour de fête, qui lui a été réalisé avec le Thomson Color et qui a été filmé justement par Camille Sauvageau, qui, après avoir quitté les archives de la planète à la suite de la ruine d'Albert Kahn, a travaillé à la Thomson Service Couleur, et qui a réussi à utiliser le seul objectif qui nous soit parvenu, c'est l'objectif qu'on utilisait pour la prise de vue, et grâce à cet objectif, il a pu faire une duplication en filière photochimique, c'est-à-dire sur pellicule, de ces films. Et à partir de ces duplications qui ont été faites, on a pu les restaurer. Et aujourd'hui, on a Paris en couleur, les Saintes-Maries de la Mer en couleur, la Bretagne en couleur, les Alpes de Haute-Provence en couleur. Et en tout, on a 1h03 de film. Et là, on est revenu au début de nos images. Ce qui lui permet de voir l'évolution, en fait, la progression qu'il y a eu dans ces archives de la planète. C'est vrai que ce procédé en fait couleur donc de Keller d'Orient, c'est vrai qu'il est assez
assez fou aujourd'hui de le regarder avec nos propres yeux, parce qu'aujourd'hui on est habitué à voir aussi beaucoup de documentaires donc qui utilisent des films en fait en noir et blanc, mais qui ont été colorisés pour un public qui n'a plus beaucoup l'habitude en fait de regarder trop longtemps des films noirs et blancs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là on a effectivement les premières images en couleur réelle, naturelle de Paris. Donc c'est la valeur documentaire de ces films qui sont très rares. Hein. Là on a vu toute l'intégralité de quelques coins de Paris, donc de Camille Sauvageau. Hein. Ça ne dure pas si longtemps que ça. Et en fait ça montre la préciosité en fait, de ces collections. Voilà, à titre scientifique, comme tu l'as expliqué, à titre documentaire, historique. Et c'est vrai que donc on en a d'autres, hein, des Canards d'Orient. On a beaucoup d'autres films, d'une manière générale, sur en fait les coins de France, puis la planète. Cinquantaine de pays dans lesquels les opérateurs ont été envoyés. On a des images de l'Égypte, on a des images du Dahomey, on a des images de la Turquie, du Japon, de la Chine, de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan. On a les Balkans qui sont photographiés et un petit peu filmés. On n'a pas énormément de films. Ce qu'on a aussi oublié de dire, c'est que la vocation première d'Albert Kahn, sa passion première, c'était son utopie même, c'était d'arriver à un monde totalement pacifié. C'était un grand pacifiste. Donc toutes les conférences de la paix à La Haye, à Locarno ont été filmées et ont donné lieu à des montages très travaillés et très recherchés. Le laboratoire des archives de la planète a également fait un montage sur la paix. Non, mais c'est vrai que c'est un thème qui est très important. Il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'effectivement, on n'a pas pu là, en si peu de temps, évoquer tous les thèmes et tous les enjeux, même si le pacifisme, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a aussi des enjeux philosophiques hein, qui concernent ces images. Mais bon, ce qu'on peut faire, par contre, c'est donc d'inviter les futurs visiteurs en fait, du futur musée départemental Albert Kahn qui devrait rouvrir le 22 novembre prochain, en tout cas en novembre prochain, donc pour découvrir ces images en fait, qui sont partiellement déjà disponibles donc, en ligne hein, à travers une plateforme qu'on appelle l'Open Data et qui met la quasi-intégralité des autochromes et progressivement les films sur donc, cette plateforme-là, également donc, disponibles pour chacun et qui seront ensuite interprétés, analysés, décryptés et mis en scène, on va dire, d'une manière ludique donc, dans le futur musée qu'on invite donc, à découvrir. Donc, Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on remercie. Ne peut qu'inviter aussi les chercheurs à venir travailler sur ces images et à leur donner à porter un nouveau regard sur leur contenu et sur ce qu'elles sont. Et puis on peut aussi espérer que la nouvelle volonté de restaurer sur des formats numériques modernes ces images vont leur permettre de continuer à enchanter, bien qu'elles soient en noir et blanc et qu'on ne souhaite pas qu'elles soient colorisées, puisque nous avons des autochromes pour nous donner une idée des couleurs de l'époque, et quelques films ont procédé Canards d'Orient. Qu'on va encore pouvoir leur offrir à de nombreuses générations futures le bonheur de les voir et de les découvrir et d'avoir comme tu le disais, un regard plus philosophique sur ces images et sur notre passé.